Eh bien, la guerre en Iran touche-t-elle à sa fin? Je vous rappelle que justement les États-Unis et l'Iran ont signé mercredi dernier un protocole d'accord censé mettre fin à cette guerre, à la guerre au Moyen-Orient, mais aussi une sorte de feuille de route pour la stabilité du Moyen-Orient en entier. Hier, ou plutôt tôt ce lundi, les délégations iraniennes et américaines réunies en Suisse ont pu justement avancer et se sont réunis pour une nouvelle série de pourparlers. Justement, on parle aujourd'hui de progrès encourageants qui ont déjà été signalés. Pour plus de précisions sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, monsieur l'ambassadeur Hussein Khalid, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour madame. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur. Donc, on parle d'une feuille de route. Ça donne un peu d'optimisme, il faut le rappeler. C'est le monde qui a réagi immédiatement, ou l'économie, puisque c'est le pétrole qui a reculé. Les progrès des pourparlers, justement, entre Iraniens et Américains en Suisse, rassurent plus ou moins le marché. Oui, certainement, il y a des conséquences rapides, des conséquences positives sur le cours du pétrole sur le marché international. Ce sont des bonnes nouvelles. Le détroit d'Ormuz est ouvert et espérons que les Américains et les Iraniens vont négocier leur feuille de route dans cette période de 60 jours pour arriver enfin à un accord définitif sur les différences qui séparent les deux parties, principalement l'avenir de la navigation internationale dans le détroit d'Ormuz et le programme nucléaire iranien. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, quand on parle d'une feuille de route sur 60 jours, c'était toujours la question libanaise qui restait plus ou moins, ou qui marquait un certain défi dans ces négociations. Côté iranien, l'Iran campe sur sa position et insiste sur quelques conditions vis-à-vis du dossier libanais. C'est pas le cas côté américain. À quel point vous êtes optimiste au regard justement d'un vrai accord qui va entrer en vigueur? Le premier point dans cette feuille de route est l'arrêt des hostilités sur tous les fronts, y compris le Liban. Et certainement, les Américains sont en train de pousser pour un accord, une résolution de la situation dans le sud du Liban entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien. Et le président américain et l'administration américaine ont fait savoir à Israël qu'il espère qu'Israël va cesser ses attaques contre le Liban. Une chose faite, mais la présence militaire, l'occupation israélienne reste toujours au sud du Liban. Maintenant, la question qui se pose jusqu'à quand l'administration américaine pourrait décourager le gouvernement israélien de mener des attaques sur le Liban. En tout cas, les Iraniens, le gouvernement iranien peut toujours demander à Hezbollah d'arrêter de cesser ses attaques contre les positions israéliennes. Alors ça, ce n'est pas facile, mais tant que l'administration américaine travaille pour un accord définitif avec l'Iran, je pense que ça peut aller.
Très bien, donc le paysage reste plus ou moins positif au Moyen-Orient, direction plus au nord pour parler de la guerre russo-ukrainienne. On parle du G7 qui s'est réuni et qui a justement parlé trop de la guerre russo-ukrainienne avec un soutien encore plus important pour l'Ukraine. À quel point justement l'évolution aussi de la situation entre Ukrainiens et Russes a un impact justement sur cette région du Moyen-Orient. Je ne suis pas sûr si la situation en Ukraine aurait un impact au Moyen-Orient. Justement. Deux conflits tout à fait séparés, oui, vous avez raison. Deux conflits séparés. S'il y a des points communs entre les deux conflits, c'est que la présence des Européens, la présence des Américains est toujours dans les deux cas, malgré le fait qu'au Moyen-Orient, l'influence américaine et le rôle américain est prépondérant, tandis qu'en Ukraine, c'est l'inverse, c'est le rôle de l'Union européenne qui vraiment mène le jeu. Mais ceci dit, le sommet du G7 en France la semaine dernière a exprimé un soutien à l'Ukraine face à la Russie, mais en même temps ils ont exprimé une position plutôt positive entre guillemets dans le sens où ils encouragent une voie diplomatique pour régler et mettre fin à cette guerre. Très bien. Si Iraniens et Américains bouclent un accord, ça a eu un impact plus ou moins éminent sur les marchés pétroliers. Voilà, pour commencer. Voyez-vous justement que la sécurité énergétique reste quand même assez, voilà, il pourrait y avoir un certain défi justement face à cette sécurité énergétique au regard de la situation ou de l'évolution de la situation sur le terrain entre Ukrainiens et Russes? Je pense que à la lumière du conflit en Ukraine ainsi que la guerre contre l'Iran, je pense que les grandes puissances, pas seulement les grandes puissances, mais la communauté internationale tout entière, y compris l'Égypte certainement, maintenant pour toutes ces puissances, la sécurité énergétique est devenue une priorité stratégique absolue. Et dans ce cadre-là, si on revient à la déclaration du sommet de G7 la semaine dernière, on s'arrête sur ce point-là et la décision du groupe de 7 de commencer à faire du stockage des produits de pétrole, ainsi que une revue en profondeur des routes et des chemins par lesquels ces produits pétroliers s'acheminent des pays producteurs aux pays consommateurs. Alors ces deux conflits auraient un impact majeur sur deux points-là dans l'avenir, la sécurité énergétique et comment assurer la sécurité énergétique des pays, et d'un autre côté l'acheminement des produits pétroliers. Très bien. Ceci dit, puisqu'on parle d'une guerre qui est assez longue, il faut le rappeler, avec des pertes au niveau humain, mais aussi économique. À quel point aujourd'hui on peut parler
je ne sais pas comment dire, mais à quel point le monde pourrait être aussi positif au regard de la mise en place d'un certain accord entre Russes et Ukrainiens. Ce n'est pas facile, oui. Mais je pense que tout dépend de la disposition de la Russie. Parce que la Russie est prête à s'asseoir avec les Ukrainiens pour mettre fin à cette guerre. Mettre fin à cette guerre va certainement exiger des sacrifices de la part des Russes et des sacrifices de la part des Ukrainiens. La question, est-ce que ces deux gouvernements sont prêts maintenant à faire des compromis pour arriver des concessions, faire des concessions oui. pour arriver à un compromis acceptable, reste à savoir. Et qu'est-ce qui pourrait changer la donne? Vous avez justement précisé des concessions devraient être d'une part et de l'autre pour parvenir justement à un compromis. Qu'est-ce qui pourrait changer ce paysage ou autrement dit à quoi doit-on s'attendre dans les mois à venir? C'est pas éminent justement à la fin de cette guerre, mais qu'est-ce qui pourrait justement mettre fin à cette guerre? Le rapport de force sur le champ de bataille. D'accord. Surtout un rapport de force sur le champ de bataille. Je vous remercie infiniment, monsieur l'ambassadeur Hussein Halidi. Vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup pour ces précisions.